Et on est parti les amis pour un nouveau coup tordu, on va parler vélo, on va parler cyclisme. Le coup tordu c'est tout simplement le podcast des passionnés pour les passionnés. Je vous retrouve en solo pour ce 375e épisode du coup tordu. Vous retrouvez bien évidemment Thibaut sur le site Vélo Futé, vous retrouvez ses previews écrites et puis Enzo également sur son site The Big Gear pour les previews de la 17e étape de la Vuelta 2025. Et donc je vous retrouve pour cette Vuelta pour vous donner mon avis, mon scénario de course et mes pronostics pour cette 17e étape de la Vuelta 2025. On va parler actualité vélo pour attaquer l'émission, bien évidemment. Ce qui fait parler, ce qui fait réagir, c'est les nouvelles manifestations sur cette 16e étape du Tour d'Espagne qui a vu la victoire d'Egan Bernal. Donc, je le rappelle, étape qui a été pas interrompue, mais disons qu'on a ravancé la ligne d'arrivée à 8 km de l'arrivée. Donc, je pense que les équipes avaient l'information en amont avant nous et bien évidemment avant que des manifestants puissent descendre pour aller bloquer la course. Alors, je vais aller uniquement sur le sportif et seulement sur le sportif. Déjà, je rappelle, et c'est Florian Pigeon qui le rappelait sur les réseaux sociaux, il a entièrement raison. Et on le dit souvent, ceux qui disent « il faut pas mélanger le sport et la politique ». Mais le sport et la politique sont liés, les amis. Regardez l'histoire du sport, ça fait quasiment 150 ans que le sport et la politique sont liés. Et dans le foot, c'est encore bien pire que dans le vélo. Donc j'ai vu quelques messages, je reviens vraiment sur le sportif, voilà, je laisse vraiment l'international de côté, je parle vraiment du vélo. Déjà je vais rappeler que jouer avec excès comporte des risques, dans le coup tordu je n'incite absolument personne à faire du betting. Vous pouvez faire du fantasy, d'ailleurs au passage je vous avais dit que j'avais remporté les 3 ligues, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 sur Side Limit sur la 15e étape de la Vuelta. Donc les récompenses, donc Ligue 1 il y avait $5, j'ai été pris la carte rose d'Hugo Hofstetter, qui est une très bonne carte sur Side Limit. En rose, ça vaut à peu près $25-30. Mike Kelly, un petit sprinter qui est avec qui a la bikette, qui est coéquipier de Léo Bouvier. D'ailleurs, Léo m'en avait dit beaucoup de bien. Il a 19 ans, il avait fait des top 3 sur le dernier Tour d'Algérie. Donc voilà, sprinter en devenir et qui s'arrache en bleu aux alentours de 10 balles sur Side Limit, plus Elo Segui des Kern Pharma. Donc on peut aussi s'amuser à aller récupérer des récompenses sans faire forcément de betting. La preuve en est sur cette 15e étape de la Vuelta. Donc je reviens, voilà, message de prévention, vous avez le lien de joueur info service dans le lien de l'épisode. Je vous rappelle qu'il faut jouer en management de bankroll, voilà, faut y aller de la manière la plus saine et la plus safe possible. Moi c'est ce que je préconise dans le coup tordu. Alors certains ont eu la réflexion suivante, rappelez-vous sur l'étape de Bilbao, les bookmakers avaient bloqué les paris dès qu'on a su que l'arrivée de la course allait être avancée à 3 km de l'arrivée. On était un peu dans le même contexte, une arrivée bloquée par des manifestants, sauf que je vais un petit peu, je comprends la position des bookmakers et je pense qu'elle est difficilement attaquable. Alors bien évidemment, voilà, ils font un peu ce qui les arrange, mais là, en l'occurrence, ils ont quand même des arguments de leur côté. C'est que sur la 9e étape de Bilbao, l'organisateur de l'étape n'a pas attribué de vainqueur d'étape. Il n'y avait pas de classement officiel de l'étape. Il y avait des classements au temps, mais il n'y avait pas de classement à l'arrivée. Alors qu'à la différence de cette 16e étape, Egan Bernal est le vainqueur de l'étape. Donc à partir de là, les books se sont engouffrés dans la brèche, bien évidemment. Ils ont annulé les bets sur l'étape de Bilbao et ils ont validé les bets sur l'étape d'aujourd'hui. Donc compliqué. Bien évidemment, voilà, moi je vais plus sur l'organisateur. Ce que je trouve plutôt incohérent, c'est sur l'étape de Bilbao de ne pas avoir attribué de vainqueur. J'aurais plutôt donné un vainqueur, on en a parlé avec Thibaut, en haut de la toute dernière ascension de l'étape. Il y a un autre truc qui m'a entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un peu fait sourire et un peu amusé, c'est que sur cette 9e étape de Bilbao, vous avez vu sur les réseaux sociaux, il n'y a pas qu'une personne, il y en a plusieurs, qui étaient complètement scandalisés. Alors des gens pour la plupart qui avaient pris des bêtes sur Vingegaard, un peu sur Pidcock, et qui avaient une haine des manifestants pro-palestiniens qui nous faisaient de la politique. Oui, c'est un scandale, comment ça se fait, voilà, ces gars-là, on devrait pas manifester, que fait la police? Bref, ils étaient scandalisés sur les réseaux sociaux contre les militants pro-palestiniens. Ces mêmes personnes qui aujourd'hui avaient des bêtes sur Bernal, sur Landa, sur Brieux-Roland, qui ont rentré leurs bêtes, là d'un seul coup,
Là, il y a plus rien. C'est limite si on les voit pas sortir avec des drapeaux palestiniens, quoi. Donc voilà, je vous le dis, la réalité, je vous le dis souvent dans le podcast, la réalité, c'est que sous couvert de grands principes, c'est triste, hein, c'est malheureux, hein, parce qu'on parle quand même de faits qui sont gravissimes, mais la réalité, c'est que sous couvert de grands principes, chacun défend des intérêts personnels. Voilà, les gens, beaucoup de gens, c'est malheureux, mais ne voient pas plus loin que le bout de leur tub. Bon, bah voilà, c'est comme ça. On va pas refaire le monde dans le podcast, mais ça m'a quand même, vous remarquerez, hein, vous irez un petit peu, notamment sur X, sur Twitter, comment les discours peuvent varier en fonction de ce que certains ont misé. Voilà, c'est juste ça. Moi, je suis hermétique à tout ça, hein, bien évidemment. Le sport, ça porte un nom, hein, ça s'appelle du divertissement. Le betting, c'est du divertissement dans le divertissement. Et bien évidemment, on n'est pas en train de parler de politique, on n'est pas en train de parler de faits très très graves. Donc voilà, je sais faire la part des choses et je pense que chacun devrait réussir à faire la part des choses. On enchaîne avec l'affaire Oyer-Lascano. Alors voilà, je vais pas en dire beaucoup plus que ce qui a déjà été dit à droite à gauche, notamment ce qu'a dit Thibaut hier dans le space chez l'ami Brice. Donc vous le savez, hein, Oyer-Lascano, il a pas couru depuis Paris-Roubaix, ses réseaux sociaux se désactivent, se réactivent. Pachi Villa a dit dans une interview qu'il avait pas le droit d'en parler. Alors il y a certaines rumeurs qui commencent à circuler, peut-être qu'il aurait été pris par la patrouille. Moi, j'ai eu des messages en privé. Alors voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais on est venu me voir en privé, on m'a dit attention Vincent, ça n'a rien à voir, mais rien à voir, la personne avait l'air sûre d'elle, donc je vais lui faire confiance et je vous passe l'info. Voilà, on est venu me dire que ça n'avait absolument rien à voir avec une histoire de dopage. Donc ok, j'en prends note. Voilà, j'ai pas plus d'infos que ça à vous dire, si ce n'est qu'on commence à venir me voir pour me passer des petites infos comme ça. Après, j'ai pas je sais pas quelle est la fiabilité. Je pense que la personne qui est venue me voir est une personne bienveillante qui doit probablement être assez bien renseigné. En tout cas, voilà, j'en fais le relais. J'ai pas plus de choses à dire sur cette histoire parce que j'en sais absolument rien. Et enfin, on termine sur le recrutement pharaonique des décathlons. On vient de récupérer Olaf Koy, mais pas tout. Hein. Olaf Koy, on va lui mettre 16 balles avec lui. On va lui mettre un vrai train pour l'accompagner en 2026 du côté de la Décathlon AG2R. Je vais joindre à cette analyse l'interview aujourd'hui de Bruno Armirail, donc Armirail transféré officiellement du côté de la Visma, son interview sur Eurosport. J'ai pas envie de dire, il est content d'intégrer la Visma, hein. Il a l'air très content d'intégrer la Visma. Vous m'étonnez, c'est quand même une très très grosse équipe. Par contre, j'ai l'impression que son idée, c'était plutôt de rester à la Décathlon. Il a dit malheureusement le projet évoluait, c'était pas possible. Ça rejoint un petit peu quand même la sensation et ce que je vous dis depuis quelques semaines. J'ai l'impression qu'à la Décathlon, on fait un peu du turnover pour du turnover. Alors, je dis pas que Serriès est incompétent. Moi, je pense qu'il est très compétent. Je pense qu'il va y arriver, hein. Je pense que le mec sait précisément ce qu'il fait. Je pense que c'est un manager. Il est pas là par hasard. Il y a pas de problème. Maintenant, je pense que il est sur des méthodes de management un petit peu à la hollandaise où l'être humain, au final, ne devient qu'une variable d'ajustement. Alors, à la fin, ça fait des résultats, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, à la fin, ça marche. Après, encore une fois, ça rejoint, encore une fois, ce que je vous dis depuis quelques semaines. Est-ce que humainement, on s'y retrouve? Est-ce que c'est les histoires qu'on a envie de vivre? Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que c'est un mec qui est très humain, qui est très sympa. Voilà, je vous dis simplement, pour l'instant, la sensation que j'ai, et j'ai un peu l'impression, que voilà. Et je rejoins aussi Victor Lafay, hein. Victor Lafay dit qu'il ne sait pas s'il sera coureur cycliste en 2026. Valentin Paré-Peintre, qui est lui-même parti de Décathlon parce qu'il commençait à trouver que ça devenait un petit peu militaire, il s'y retrouvait pas non plus. Donc simplement, je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et il y a un dossier qu'il faudra soulever également. Quid de Benoît Cosnefroy, qui était quand même un petit peu le leader emblématique de l'équipe il y a encore 2-3 ans. Il est en fin de contrat. Il aurait dû, en logique, être un coureur iconique de la Décathlon, c'est-à-dire ce type de coureur qui fait sa carrière dans une seule et même équipe, un peu à la David Moncoutier, hein, un peu à la Thibaut Pinot. Dans le cyclisme, ça existe encore. Donc moi, je trouve que Benoît Cosnefroy incarnait parfaitement les valeurs de Décathlon AG2R, sauf que, visiblement, la porte se referme. Donc j'ai un peu l'impression, en fait,
c'est aussi souvent ce qu'on voit un petit peu dans ces managements à la hollandaise, c'est que quand un manager arrive et prend la place d'un autre, il efface un petit peu tout ce qui a été monté par son prédécesseur et toutes les personnes qui étaient embauchées ou qui avaient une proximité avec son prédécesseur, en l'occurrence Vincent Lavenu, et j'ai l'impression qu'on veut complètement effacer des tablettes l'ADN Vincent Lavenu pour repartir sur complètement autre chose. Et même du côté de chez Decathlon, vous remarquerez quelque chose, c'est qu'on n'a jamais eu véritablement une grosse tradition du sprint. Alors bien évidemment, dans les années 90, dans les anciennes versions des équipes de Vincent Lavenu, il y avait les Caspoutis, les Kirsipou, bien évidemment, on a eu Sam Bennett ces dernières années, mais ça a jamais véritablement été l'ADN de l'équipe. Le centre de l'équipe est à Chambéry, on est plutôt quand même sur une équipe de grimpeurs à la base. Et un autre truc aussi que vous noterez, c'est que moi, dans l'histoire du cyclisme français, parce que là, du côté de chez Decathlon, on recrute des coureurs étrangers à toute patate. Moi, j'ai pas souvenir qu'on ait vu un immense contingent de coureurs étrangers dans le cyclisme français, dans une équipe française, dans toute l'histoire. Je dirais peut-être, souvent dans les grosses équipes, les équipes quand même de Cyril Guimard, elles ont la plupart du temps été quand même à consonance très française. Marc Madiot a eu des coureurs étrangers, mais ça a toujours été des équipes à consonance bleu, blanc, rouge. À la Cofidis, bien évidemment, on a le pôle espagnol. D'ailleurs, Cofidis, faudra aussi qu'on en parle, parce que cette couleur, cet ADN de l'équipe est quand même un peu particulière. On est moitié flandrien, moitié grimpeur espagnol. Voilà, je comprends que c'est une équipe qui est nordiste, qui vient de la frontière, quasiment la frontière belge, c'est presque en Belgique, le siège de Cofidis. Il y a aussi Cofidis en Espagne, c'est quelque chose d'hyper important, donc on cherche un peu à faire matcher les deux, mais finalement deux cyclismes qui se ressemblent pas du tout, donc c'est aussi un petit peu la difficulté, je pense, de réussir à faire fonctionner cette équipe. Mais pour revenir sur les étrangers dans les équipes françaises, moi j'ai pas un souvenir de voilà, peut-être la vie claire de Bernard Hinault quand l'équipe était tournée autour de Greg LeMond, où on avait plutôt, on va dire, une filière un peu nord-américaine. Il y avait des Canadiens dans l'équipe, il y avait Andy Hamstin qui était tout jeune, qui remportera le Giro quelques années plus tard. Donc voilà, c'est peut-être l'équipe qui s'en est le plus rapprochée. Mais même Greg LeMond, derrière, quand il a basculé chez Z, chez Roger Leget, l'équipe était quand même très française. Il n'y avait pas que des Français, mais c'était quand même des équipes à consonance française. D'ailleurs, vous remarquerez par exemple que dans l'équipe Z de 1991, où Greg LeMond remporte le Tour de France, on retrouve un certain François Lemarchand qui est dans l'organisation du Tour de France, et un certain Thierry Gouvenou également, voilà, qui sont chez ASO, et qui sont Thierry Gouvenou, bien évidemment, qui trace les parcours. Donc curieux de voir ce que ça va donner. On va avoir une équipe quasiment assez internationale, qui va être assez inédit dans l'histoire du cyclisme en France. On part en bascule sur cette 17e étape de la Vuelta, le fameux El Morredero. Donc une étape relativement courte, on est sur 144 km, c'est mine de rien, c'est mal plat, c'est assez vallonné. On a 3243 mètres de dénivelé positif sur 144 bornes, c'est quand même pas mal. Donc voilà, pas de grosses ascensions jusqu'à l'ascension finale. Donc le El Morredero, on est en gros voilà sur 9 km à 9,5% de moyenne. On est sur ce qui s'appelle une ascension, c'est un vrai mur, voilà, on est sur une ascension typée pour grimpeur, on va dire 30 minutes. C'est très dur dans sa première moitié. Sur les deux premiers tiers, on est quasiment dans le noir sur des pourcentages à deux chiffres. Ça se radoucit un petit peu à partir du 5e kilomètre, mais ça se radoucit entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez déjà un gros mur pour démarrer, vous l'avez dans les pattes, et derrière c'est, on va dire, un poil plus roulant, mais on descend jamais en dessous de 6,5%, on reste entre 6 et 8. Donc j'ai envie de dire un début d'ascension qui est plutôt à l'avantage de Joao Almeida. Je rappelle que Joao Almeida est un spécialiste des gros murs, on va dire une fin d'ascension qui est un peu plus à l'avantage de Jonas Vingegaard. Sur les temps d'ascension, pour moi, on est un peu plus sur les temps d'ascension de base de Joao Almeida. Un petit point de la météo, sur la météo. Alors c'est assez particulier parce que le vent va tourner et moi ma sensation c'est que les coureurs vont avoir un petit peu vent de dos quasiment toute la journée. C'est un peu bizarre, ça sera pas le cas évidemment vu que voilà, ils vont partir en fait
ils vont partir direction nord, ils vont ensuite redescendre vers le sud. Donc ça part vers le nord, ensuite on va vers l'est et on redescend vers le sud. Mais le fait que le vent tournicote en cours d'étape, en tout cas, il pourrait avoir un vent portant sur une très très grande partie de l'étape. En logique, je sais ce que vous pensez, hein, on se dit plutôt scénario GC Day. Bah écoutez, je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que ça qu'on ait un GC Day. Déjà, il y a cette histoire de la météo, cette histoire du vent portant, le fait que du côté de la Visma, on ait perdu Campenart. Je pense qu'on va vraiment basculer sur un mode défensif. On a le contre-la-montre de Valladolid qui a lieu ce jeudi. Généralement, les veilles de contre-la-montre, on a tendance à essayer d'en garder un petit peu le plus possible sous le coude pour les leaders. Donc le fait de voir un gros groupe de 20-30 coureurs réussir à s'extirper assez rapidement, profiter du vent d'eau pour partir et avoir un mec suffisamment solide et suffisamment costaud qui réussirait à garder un petit peu d'avance sur la ligne d'arrivée, c'est quelque chose qui me paraît assez cohérent, parce qu'une fois que le groupe va se former, qu'est-ce qui va se passer? Les Visma sont plus que 6. Ils vont se dire, bah les gars, UAE, si vous voulez gagner cette Vuelta, ça va être à vous de faire le travail. Ça va être à vous de bosser. Est-ce que les UAE vont se mettre à la planche et vont embrayer véritablement pour aller chercher la victoire d'étape? Est-ce qu'on va pas plutôt résumer l'histoire à une course de côte, à se désintéresser totalement de ce qui va se passer devant et à commencer à imprimer un gros rythme sur, on va dire, les 50 derniers kilomètres pour résumer l'effort de Joao Almeida, qui sera aussi l'effort de Jonas Vingegaard, à une petite demi-heure pour les préserver d'un côté et de l'autre pour le contre-la-montre de jeudi. C'est possible, c'est très très possible. Moi je pense véritablement qu'on calcule ses coups de pédale, sachant que le chrono va être décisif et la Bola del Mondo de samedi va être également décisif. Donc je suis pas radical sur le GC Day. Maintenant, je pense que pour les UAE, il n'y a plus vraiment de coups tactiques à faire en fait. Et là je vais revenir sur du vélo ultra méga basique, et quand vous l'écoutez, le mec le plus basique de la terre, quand vous l'écoutez en interview, c'est Bernard Hinault. Voilà, Bernard Hinault, la tactique elle est simple, bah t'es le plus fort, tu gagnes, voilà. Alors Bernard, c'est quoi là, qu'est-ce qu'il doit faire? Bah pédaler plus vite que les autres. Bernard Hinault, c'est simple, c'est basique. Bernard Hinault, il a fait Orelsan 30 ans plus tôt, simple et basique. Et mais j'ai envie de dire que voilà, si Almeida est plus fort que Vingegaard, bah faut simplement qu'il soit plus fort. Donc là, il va avoir 3 étapes pour le montrer. Il va avoir cette étape du El Moredero, il va y avoir le contre-la-montre de Valladolid et il va y avoir l'étape de samedi sur la Bola del Mondo. Donc je suis pas voilà, à 100% certain qu'on va avoir un GC Day. Donc malgré tout, évidemment, ça va rouler, ça va placer les leaders, ça paraît quand même assez contrôlable malgré le vent d'eau sur une partie de l'étape. Je vais revenir pour mon pic de l'étape, je vais forcer un peu sur mon Santi Buitrago, qui pour moi l'a déjà fait par le passé, hein, d'ailleurs, hein, je pense le mur est vraiment bien taillé pour lui. S'il a 2-3 minutes d'avance au pied, il est capable de résister. Donc cote à 33, je prendrai peut-être un top 3 pour couvrir, on verra, ça dépendra des cotes des top 3, mais je vous confirmerai ça demain matin sur les réseaux sociaux, sur le X du coup tordu, mais en tout cas ce qui est sûr, un 0,02% de bankroll, la cote à 33 pour la victoire de Santiago Buitrago. Et après je vais aller sur des match-up pour mes 2 bêtes suivants. Alors je vais y aller vraiment de manière très légère sur les match-up parce que voilà, vous savez que les match-up cette année c'est un peu le gros problème au niveau de la bankroll. Donc sur les 2 match-up on sera sur du 0,1% de bankroll. On va pas faire les fous. On a donc évidemment le match-up, hein, vous me voyez venir, Joao Almeida devant Jonas Vingegaard. On est à peu près sur du 2,35. Pour moi, il y a valu. Voilà, je les mets au moins 50-50, voire un léger avantage pour Joao Almeida. Donc voilà, 0,1% de bankroll, 2,35, 2,37, voilà, c'est à peu près les cotes que vous pouvez voir pour Joao Almeida devant Jonas Vingegaard. Et le deuxième pick qui m'intéresse et qui m'intéresse énormément, c'est Félix Gall devant Tom Pidcock. Alors Félix Gall aujourd'hui, il a fait une sale étape. Alors si vous réussissez à avoir des infos comme quoi il serait malade, voilà, n'y allez pas évidemment. Encore
encore une fois, voilà, je vous le redis, je vous explique ce que je prends, vous n'êtes pas obligé de me suivre, voilà, je vous donne mes arguments, mais c'est vrai que Félix Gall, c'est Enzo qui avait remarqué ça, et ça a été repris d'ailleurs un petit peu à droite à gauche. Félix Gall, les lendemains de jours de repos, c'est toujours extrêmement compliqué. Généralement, derrière, il arrive à rectifier le tir. Donc là, on est quand même sur une ascension d'une trentaine de minutes qui, pour moi, est de base beaucoup plus taillée pour les qualités de Félix Gall, qui est de base un grimpeur, plutôt que pour les qualités de Tom Pidcock, qui de base est plutôt un puncher, qui est en train de progresser en montagne. Donc avoir du Félix Gall à 2,75, bon, voilà, je pense que la cote photographie un petit peu l'instant où on prend pas en compte qu'il a du mal les lendemains de journée de repos. Donc si réellement, voilà, c'était encore un coup de moins bien au lendemain de la journée de repos, bon bah Félix Gall devrait réussir à retrouver son niveau ce mercredi. Donc voilà, 0,1% de bankroll pour Félix Gall devant Tom Pidcock, sachant que s'il y en a un seul des deux qui passe, bah on sera gagnant sur la journée et ça sera déjà pas mal. Un petit mot des PLT quand même, parce que je vous en ai pas parlé, mais on a quand même des PLT qui sont extrêmement bien partis sur cette Vuelta. Et je vous cache pas que bah si on rentrait tous les PLT qui sont rentables encore sur cette fois de Vuelta, ça nous permettrait de sortir un bilan, on va dire un bilan août 2025, parce que les PLT ont été pris au mois d'août, donc ils vont être dans le bilan du mois d'août. Et je pense que, ça pourrait presque être le meilleur mois. Non, on avait eu un juin 2023 qui avait été quand même particulièrement chaud. Un juin 2022 qui était pas mal aussi. Voilà, si je remonte, mais ça pourrait, voilà, être dans le top 5 des meilleurs mois de l'histoire du coup tordu. Donc au niveau des PLT, bon voilà, j'ai déjà compté perdant Valentin Paré-Peintre, on saura jamais. Moi je vous rappelle, je vous l'avais donné en top 10. Il y avait un autre coureur également qui a abandonné dans l'histoire. Oui, c'était Guillaume Martin. On avait pris une mini croquette sur sa victoire au maillot des grimpeurs. Donc ça, c'est perdu. Donc si je repars, donc au début du mois d'août, vraiment sur tout ce qu'on a pris en PLT sur cette Vuelta. Donc Ciccone, maillot du meilleur grimpeur. Ça, pour moi, c'est quasiment mort. On a un match-up, on a Tiberi de Juan Ayuso. Alors ça, c'est un peu à la pièce malgré tout. Tiberi a une vingtaine de minutes d'avance. Alors après, c'est loin d'être fait. C'est vraiment très très loin d'être fait. Ayuso peut faire une belle étape, Tiberi peut faire un gruppetto pour se préserver, mais on est quand même plutôt dans le bon sens. On avait un autre PLT, alors Félix Gall contre Giulio Pellizzari, c'était bien parti. Bah aujourd'hui, voilà, Pellizzari a repris une minute, donc ils sont quasi à égalité. Je vous avoue que c'est un petit peu le match-up qui va, je pense, faire la bascule sur un bon mois d'août ou un très très bon mois d'août. Au Team Classification, on avait une petite praline sur la victoire des UAE, donc là on est quand même bon, c'est fait, ils sont à 1,01, 1,02 au classement général. Ouais, Almeida, la cote à 6 pour la victoire au classement général. Alors ça aussi, ça j'ai envie de dire que ça serait la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Si Almeida allait nous chercher la Vuelta, là par contre, je pense qu'on pèterait quasiment l'un des meilleurs mois de l'histoire du coup tordu. On a nos bêtes sur le maillot vert de Mats Pedersen, on en avait pris 2. D'ailleurs, après vous, on en avait repris une couche après l'étape qui avait été remportée par Philipsen. La toute première étape où il avait complètement foiré son sprint. Donc voilà, Pedersen, c'est quasi fait. Donc voilà, vous voyez, on est quand même plutôt bien engagé. C'est vrai que dans un scénario un peu catastrophe, on perdrait les deux match-up. C'est un petit peu eux qui vont être la variable d'ajustement, le match-up de Gall contre Pellizzari et surtout le match-up de Tiberi contre Ayuso. Voilà, si on perdait les deux, voilà, ça serait quand même assez dommageable. Ça serait moins 45 sur, ça serait moins 45 sur la bankroll. Par contre, si on gagne les deux, bah forcément, ça fait partir le truc dans l'autre sens. Donc, vous avez compris, ça fait quand même une différence assez abyssale entre passer les deux ou perdre les deux. Donc voilà, ça va un petit peu se jouer là-dessus. Voilà pour le coup tordu. Ça va pas aller beaucoup plus loin de mon côté. On se retrouvera demain, bien évidemment, pour l'analyse du chrono du contre-la-montre de Valladolid, la 18e étape. Voilà, ciao les amis, et on se retrouve très très vite pour un nouveau podcast.